tous invités à débattre. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire les scientifiques qui vont participer à la table ronde. Bien sûr, les orateurs sont des membres honoraires de la table ronde. Alors, je voudrais introduire le professeur Marius Gilbert. Il est directeur à la recherche de l'Université libre de Bruxelles. On en a entendu beaucoup de lui aujourd'hui, ce matin. Il est spécialiste dans l'épidémiologie géographique. Il a contribué beaucoup à la connaissance autour de la pandémie Covid-19. Le professeur Jean-Christophe Renaud, il est professeur à la recherche de l'Université catholique de Louvain. Il est maintenant dans son deuxième mandat. Il est médecin, docteur en sciences et immunologue. Il a fait des découvertes importantes dans le domaine de l'immunologie. Il a découvert des nouvelles cytokines et des mécanismes de signalisation de l'action des cytokines dans plusieurs pathologies. Le professeur Jean-Louis Vincent, il est professeur de intensive care à l'hôpital Erasme de l'Université libre de Bruxelles. Et je crois que c'est lui qui est éditeur en chef de Critical Care. En fait, Current Opinion Critical Care, mais pas seulement. Il y a vraiment un nombre énorme de papiers scientifiques. Je crois que c'est plus de 1000 ou 1500 papiers. Et il est éditeur de plusieurs journaux de prestige. Le professeur Jean-Michel Kaufmann, il est pharmacien, il est PhD de l'ULB, professeur ordinaire à l'ULB, chef de département, et il est éditeur de Parental. Le professeur Élie Kogan, il est professeur de médecine interne, ancien doyen de la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles. Il a fait des contributions importantes dans le domaine de l'allergologie et de la sarcoïdose. Et finalement, le docteur Arnaud Bollertz, qui est directeur de l'administration de la recherche de la FNRS et qui représente la secrétaire générale de la FNRS, Mme Véronique Arnoin, qui s'est excusée auprès du secrétaire perpétuel parce qu'elle participe maintenant activement dans une séance à l'Académie royale de Belgique, juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous avons préparé, Mme Valerio et le bureau, toute une série de questions et je vais commencer par passer la première question. Si vous pouvez proposer aux orateurs de venir s'asseoir ici, Valerio. Vous pouvez demander à M. Golas de rejoindre le premier rang et à M. Gilbert. Comme ça, on peut faire une sorte de table ronde virtuelle. Voilà. Alors, j'espère que cette table ronde sera vive et retiendra tout votre intérêt. Je me permets d'introduire une fois encore M. Harmony, qui est donc quelque part le co-chef du CSIS. Je suis la présidente Bernard et le président de l'organe d'AFI, le conseil d'AFI. Donc, ensemble, nous allons amener ce débat, comme l'a dit le professeur Georges, c'était important qu'il y ait un homme, une femme, mais aussi deux personnes venant d'horizons très différents. Puisque, voilà, vous l'expliquerez vous-même, je crois que ça c'est très bien. Une petite remarque féministe, mais pas sexiste. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon, alors je voudrais quand même mentionner que depuis quelques années, avec M. Van Steegen, j'ai assisté à des réunions de NRIO, European Union Research Integrity Commission, et dans ces commissions, curieusement, je dirais que 85% des membres sont féminins. Donc, apparemment, la recherche et l'intégrité scientifique passionnent davantage ces dames que ces messieurs. Donc, je suis très contente d'être entourée de nombreux messieurs.
ce midi. Alors, avec l'accord des participants, c'est un peu bon. La première question que nous nous adressons concerne la littérature scientifique, défis des éditeurs, problèmes des revues prédatrices, comment séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, cette question est adressée plus spécifiquement à Jean-Louis Vincent qui nous a rejoint et Jean-Michel Gauvin. Bon, mais je suis désolé d'abord d'être à distance, mais je suis au Congrès européen de soins intensifs et j'ai un exposé dans 1 heure, donc il était matériellement impossible d'aller de Bruxelles à Paris et arriver à temps. Effectivement, mon expérience vient de plusieurs journaux. Je suis dans l'éditorial board de plus de 20 journaux, et notamment tous les journaux de soins intensifs quasiment, et éditeur en chef de plusieurs journaux, dont Critical Care, qui a un impact facteur de presque 20. On est à 19 aidés. C'est un journal de Springer Nature. Et donc, je voulais dire que les fraudes en matière de publication, ce n'est évidemment pas du tout ou rien. Ce n'est évidemment pas de la fabrication complète ou pas de fabrication du tout et rapport de données honnêtes. Il y a évidemment tous les intermédiaires et très souvent, comme en matière de vol, par exemple, on commence par des toutes petites choses et puis si ça passe, on est de plus en plus enhardi et ça aboutit à des fraudes beaucoup plus importantes. Et il n'est pas toujours évident de pouvoir définitivement dénoncer une fraude. Bien sûr, il y a le reviewing process. Bien sûr, on peut déjà espérer que les reviewers détectent quelque chose, mais on sait ce que c'est. Il n'y a que 2, 3, 4, 5 reviewers. Ils sont aussi sous pression. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Nous les mettons sous pression. Hey, vous devez rendre votre rapport, s'il vous plaît. Vous êtes déjà en retard, etc. Et bon, de toute façon, personne n'est parfait. Et donc, le phénomène le plus important, on n'a pas cité encore, mais c'est celui que les anglo-saxons appellent les whistleblowers, ceux qui soufflent dans le sifflet. En français, ce n'est pas bien traduit, on dirait les dénonciateurs, mais dénonciateur, c'est un terme plus négatif que le whistleblower, qui, que ce soit dans une entreprise, dans une usine, dans le domaine de l'université, des publications, c'est celui qui envoie un message en disant, écoutez, là, il me semble que quelque chose ne tourne pas rond. Il y a un problème, à mon avis. Et ceci, évidemment, apparaît après la publication. Et la question sera, est-ce qu'il faut retirer la publication? Et il y a beaucoup de retractions de publications. Ça n'est pas nécessairement un drame majeur que de devoir retirer une publication que les gens ont peut-être déjà lue. Mais les dénonciateurs, alors, si cette remarque semble pertinente ou la question semble pertinente, va être soumise à un Research Integrity Advisor au sein de la maison de publication. Donc, au sein de Springer Nature, dans le cas de Critical Care. Et donc, c'est une personne qui ne fait que ça, qui ne fait qu'évaluer cela et qui, à partir de là, va éventuellement transmettre le dossier, dans notre cas, à COPE. On a cité 2 fois le mot de COPE, le Committee on Publication Ethics, qui est basé à Londres et qui est une charité, comme vous avez vu. Une charité, c'est une association sans but lucratif. Donc, ce n'est pas un organisme gouvernemental, non, c'est une ASBL qui ne fait que ça aussi, d'évaluer s'il y a effectivement une présomption de fraude ou pas. S'il y a un dossier quand même qui tient la route, si ce n'est pas un whistleblower qui dit un peu n'importe quoi parce qu'il n'aime pas les auteurs ou que sais-je encore, il n'aime pas les résultats, si ça semble tenir la route, on commence évidemment par contacter les auteurs en disant voilà, il y a ici une remarque, vous êtes mis en question, est-ce que vous pouvez vous justifier? Et si l'auteur ne parvient pas à se justifier de manière adéquate,
alors évidemment, nous prenons contact avec l'institution. Pour autant que les auteurs soient affiliés à une université, ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il s'agit d'un hôpital privé qui n'a vraiment pas la structure pour évaluer la véracité scientifique des publications. Et puis, les institutions ne sont pas toujours très réceptives. Enfin, bon, je sais qu'on parle beaucoup de la Belgique aujourd'hui, mais si vous allez dans des pays asiatiques, par exemple, il n'y a même pas de réponse de la part des autorités souvent, hein, mais c'est pas très agréable de recevoir ces lettres de demande de renseignement. Y répondre, ça prend du temps, ça risque d'abîmer la réputation de l'institution ou du pays. Même le budget, hein, puisque enfin, là, je reviens chez nous, on est quand même budgété en partie par les publications que nous produisons. Ça fait partie du budget hospitalier. Et donc, il y a malgré tout un certain aspect positif, une certaine pression vers le haut qui va mener le tricheur à tricher davantage. Parce que les pairs, les supérieurs, les autorités de l'université trouvent ça mais vraiment très bien d'identifier un jeune là, qui publie de manière extraordinaire. Ça fait beaucoup de bien. Et donc, ce n'est pas eux, évidemment, qui seront les premiers à essayer de freiner cet investigateur. Et il y a évidemment, pour revenir à la question de qu'est-ce qui est vraiment, comment dirais-je, malhonnête ou ce qui est quelque peu manipulateur. Hein, on peut citer, par exemple, le cas de Raoult, à la fameuse période de l'hydroxychloroquine dans le COVID. Hein, nous avons publié un article dans Lancet là-dessus en disant attention à ce que publie Raoult. Mais il fallait bien dire que sa publication initiale, il y avait de la manipulation à l'intérieur de la publication, mais la publication était très claire. Il avait simplement laissé tomber des malades dans un groupe pour arriver à une différence entre les deux groupes. Mais il l'avait dit clairement. Mais c'est après qu'il a commencé à promouvoir ces données. Et ça, c'était plus possible, d'où il est encore en investigation pour le moment. Il y a un autre cas aux États-Unis, on peut le dire, c'est Paul Marik, que je connais très bien également, qui est mis à la porte de son université. Il n'a peut-être pas été malhonnête dans sa publication initiale, mais c'était une toute petite publication. Et comme Raoult, il en a fait toute une histoire jusqu'à dire qu'il ne pouvait pas prescrire le médicament qui était adéquat, etc. Enfin bon, je ne vais pas parler trop longtemps, je vais seulement vous citer le cas que je connais très bien, mais qui est le cas d'école le plus important de ces dernières années. On n'a pas parlé encore, c'est Joachim Boldt, B-O-L-D-T. Je ne vais plus citer son nom, je ne dirai qu'une fois. Je connaissais très bien, nous nous voyions à beaucoup de meetings. Il était professeur dans une université allemande et à ce jour, il y a 150 papiers qui ont été rétractés, y compris 90 parce qu'il n'y avait pas d'avis du comité d'éthique. Alors que nous recherchons systématiquement, et c'est par une reconnaissance de mots, nous reconnaissons systématiquement s'il y a un avis de comité d'éthique. Mais il a inventé des avis positifs de comité d'éthique. Et c'est dans 16 journaux que ces publications ont été retirées depuis 1986. Merci, Jean-Louis, merci. Pardon, je m'arrête, d'accord, pardon. Merci, mais time is over. Bien. Merci pour tes éclairages, mais je voudrais que M. Kaufmann donne également pousser sur le bouton. So, well, I give it in English. So I'm editor-in-chief since more than 20 years of a chemical journal in Atlanta. It's an international journal. I am editor-in-chief, and currently we have about 12 associate editors in that journal. And so we handled, last year we handled 4,000, 5,000 receiving papers, and we have a rejection rate of about 70%. I must say, when I checked the retractions of the papers that we have had, since I'm on board, about 25 years and more,
we have only retracted 9 papers. There might be more underlying somewhere, but not that much. But these were really bad papers, and so it's not too bad. And the last one was in 2018. So since then, we have few retracted papers. I guess you can this journal is from Elsevier. If we talk about Predator journals, I thought that Elsevier, as a publishing organization, is not a Predator. But some people say yes. So I cannot say that all the journals of Elsevier are Predator journals. I'm not sure about that, but I thought we were not Predator. But some in Nature, there was a publication 3 years ago saying that many journals from Elsevier are not Predator journals. But I'm not sure what. I suppose we are not. But I think because the Elsevier has provided to the editors interesting tools, I will just mention a few. We have similarity check, cross-reference, authenticate. We have duplication submission check, score. It's a score. And we have similar articles in Medline that we can use as well, and in Scopus. And we can also find all the papers published by the author via Scopus. So thanks to those items that Elsevier is providing to the editors, I think now we are coming to a point that the authors are considering much more carefully to send papers to the journals, which are, let's say, positive and clear and open-minded, let's say, fair journals. So I think we have these tools. This can explain why we haven't seen any rejection or retraction, sorry. But of course, there are problems that I am facing as editor-in-chief, because all the problems come to the editor-in-chief. And then these papers, which look fake papers or manipulated, are rejected at the desk. So they are not retracted, they are immediately rejected. Thanks to these tools that we have, these 4 tools. So that's why we have also less retracted papers, because we can reject them immediately when they come to the editor. So that's helpful. But of course, these tools, the Predator journals can also use to bypass these tools and behave differently. But I think we should put the definition of the Predator journal, and I think Amy will do that, because the definition of a Predator journal is fundamental. Otherwise, we don't know if you are in a good journal or not. Thank you. Thank you so much for this information. I think we move on to the next question. Voilà, donc l'alternance est en train de s'opérer. Nous avons entendu des parties prenantes extrêmement importantes de notre problématique, les revues, bien entendu, les organes de publication. Le professeur Andrew George a cité également les bailleurs de fonds scientifiques. Et nous avons le privilège d'accueillir symboliquement un de nos bailleurs de fonds principaux en Belgique, le Fonds national de la recherche scientifique, et en chair et en os, M. Arnaud Golars, qui le représente ici. Pour nos collègues qui ne sont pas de Belgique, il est important peut-être très rapidement de préciser que le FNRS pourvoit des fonds pour de très jeunes chercheurs, pour des chercheurs très confirmés, fait en sorte que les chercheurs puissent embrasser la carrière, le métier, la profession, comme vous le disiez, professeur George, mais aussi des laboratoires, des services de recherche implantés. Il est important de mentionner aussi que le FNRS a des responsabilités en tant qu'employeur, en tant que patron d'un certain nombre de chercheurs. Le FNRS est de ce point de vue, je pense, un très vivant exemple de la diversité des secteurs d'application des questions qui touchent à l'intégrité scientifique.
Et donc, la question est toute simple, mais elle repose sur un nombre d'interrogations très importantes, et j'imagine que vous allez donner plusieurs réponses. C'est le FNRS doit contrôler, nous imaginons, l'intégrité scientifique à tout un tas d'endroits, auprès de tout un tas de personnes, d'organismes. Question toute simple, comment fait-il? Bonjour, merci de me donner la parole. Je pense que je vais poser plus de questions que de la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les différents niveaux? La question qui était posée, je pense, c'est quels sont les moyens de contrôler l'intégrité à différents niveaux. Donc, le problème, effectivement, c'est qu'on a deux grands niveaux. On a les opérateurs de la recherche, qui font la recherche en laboratoire, nous sommes les financeurs. Donc, on n'a que deux solutions. On agit très en amont et très en aval. Très en amont, ce sont les commissions scientifiques. Très en amont, c'est éventuellement de ne pas pousser à la faute. Très en amont, c'est de promouvoir, par exemple, l'information sur l'intégrité scientifique pour les jeunes chercheurs et les autres aussi. Très en aval, c'est parce que, comme vous le dites, nous sommes l'employeur de chercheurs. 2300 chercheurs, du doctorant jusqu'au directeur de la recherche. Donc ça veut dire qu'in fine, lorsqu'il y a une conviction de fraude, de manquement à l'intégrité scientifique, nous devons prendre nos responsabilités d'employeur et éventuellement leur intenter quelque chose ou mettre fin au contrat de ces chercheurs. Donc, on a mis une série de choses en place, effectivement très en amont. On est très intéressé éventuellement de participer un jour à toutes ces mesures de promotion à l'intégrité scientifique. Ce n'est pas encore complètement en place, mais on prendra notre part là-dedans. Sinon, dans les comités scientifiques, dans les commissions scientifiques, il évaluent jusqu'à 8000 propositions par an, et ça c'est une partie du problème, c'est le volume. Parce que quand on traite du volume, on ne peut pas toujours faire dans la finesse, on ne peut pas lire l'ensemble des papiers, et donc il faut se référer à des indices bibliométriques, à une métrique, et chaque métrique a son problème, effectivement. Donc, on est par exemple signataire de la déclaration de San Francisco dont je parlais plus tôt, qui n'est pas parfaite, qui ne garantit pas tout, mais qui évite peut-être une mauvaise réflexe de se référer par exemple un petit peu trop à la réputation des journaux. Et ce qu'on voudrait, c'est que par exemple, et on a mis en place, pour les postes les plus sensibles au FNRS, donc vraiment les premiers postes de chercheurs qualifiés, qui sont les premiers chercheurs permanents, pour les gros budgets, on demande aux chercheurs de fournir les 5 publications les plus représentatives et nous demandons à nos experts de lire l'intégralité de ces publications pour ne pas seulement se référer, je dirais, à une liste, à un menu déroulant sur PubMed. Donc ça, c'est vraiment très en amont et pour le moment, c'est à peu près tout ce que nous pouvons faire en insistant énormément sur la détection du plagiat et sur la détection d'éventuels problèmes méthodologiques au niveau des dossiers qui sont déposés. Mais toujours le volume, encore une fois, nous sommes la communauté française de Belgique, 8000 dossiers par an, on n'ose même pas imaginer ce que ça donne au UKRI, ce que ça donne à l'ANR, etc. Donc, le problème de la surcharge des reviewers. Très en aval, ce qu'on peut faire, c'est effectivement se référer au CSIS, aux organismes en place pour le second avis, car nous n'avons pas en interne nos structures, nous. Ce que nous ferons lorsque nous ferons des avis, c'est que nous irons vers nos avocats, et à ce moment-là, nous traitons ça de manière juridique. Et entre les deux, une fois que nous donnons l'argent, ça se passe dans les universités, dans les laboratoires, chez les éditeurs. Et là, on a effectivement assez peu de contrôle sur ce qui se passe. Et un des avantages qu'on pourrait avoir au FNRS, c'est que le conseil d'administration porte en son sein les vice-recteurs à la recherche et les recteurs. Ce qui fait qu'il y aurait de possibles synergies entre les opérateurs de recherche et les financeurs. Donc je pense que ce sont des sujets qui pourraient venir sur la table du conseil d'administration du FNRS. Merci pour vos questions, puisque vous avez annoncé qu'il y en aurait plus que de réponses. Je crois qu'il est clair pour tout le monde ici que le Conseil supérieur d'intégrité scientifique Belgique francophone est au début et à l'orée véritablement de son travail. Nous avons certainement beaucoup de chemin à faire ensemble et je vous remercie d'y avoir fait allusion. Et d'ailleurs, le FNRS n'est autre que l'une des puissances créatrices du CSIS avec les 2 académies et les 6 universités de Belgique francophone. Merci M. Goulart et l'alternance faisant son chemin. Peut-être que si d'aucuns veulent participer, qu'ils se manifestent, c'est une table ronde et tout le monde est bienvenu. Alors, merci M. Goulart qui nous a beaucoup aidé au moment de la création du CSIS. M. Vincent a mentionné les whistleblowers
En fait, c'est les lanceurs d'alerte en français. Et donc ça aussi, ça aurait pu être un sujet, c'est un sujet des réunions de comité d'intégrité scientifique, parce qu'il y a les gentils whistleblowers, mais il y a aussi les méchants, les médisants ou ceux qui veulent du mal. D'autre côté, il y en a qu'on doit protéger. Ça, c'était aussi une question. Mais effectivement, vous avez répondu un peu à la problématique to publish or perish. Et donc, on juge d'après des normes, on l'a entendu ce matin, les indexages, les citations, les nombres de publications, ou peut-être la qualité n'est peut-être pas assez soulignée par rapport à la quantité. S'il n'y a pas d'autres manifestations, Monsieur Poitin. Le FNRS a joué un rôle promoteur essentiel dans la fondation du CSIS. Maintenant, une fois qu'un bébé est né, on le confie à d'autres, c'est ma vision d'obstétricien, pour le faire grandir. C'est comme ça que le CSIS doit grandir. Mais c'est quand même essentiel que ce ne soit pas abandonné, que le FNRS, après avoir contribué à le mettre en route, continue à le faire connaître à nos jeunes chercheurs et assure cette promotion. J'ai entendu M. Corvol qu'il avait donné plus de 150 conférences à des écoles doctorales. Alors la France est beaucoup plus grande que la Belgique, mais si on considère par rapport au nombre de la population, nous sommes 6 fois moins nombreux, et comme il y a grosso modo 47% de francophones et 53% de néerlandophones, dans un rapport de 1 à 20, on s'attendrait à ce que quand même, au normalement, le FNRS et la personne emblématique du CSIS donnent une vingtaine de conférences aux écoles doctorales. Ça doit être fait. Les universités, le rôle du CSIS, c'est pas de casser et de donner des coups de bâton, c'est d'assurer la promotion de la recherche scientifique. Et donc, M. Corvol a fortement insisté là-dessus. C'est très important. Nous commençons seulement à le mettre en place, mais je pense que le CSIS doit se définir une figure emblématique qui soit le missi dominici à la Corvol auprès de nos écoles. Merci, monsieur Fortin. On est tout à fait d'accord, et je n'aime pas plus les mornés que vous. Donc, il est clair qu'il faut se faire connaître, et donc la première chose que nous avons demandé à toutes les institutions universitaires, c'est que le CSIS, qu'ils ont reconnu, qu'ils ont amené sur les fonds baptismaux, qu'ils en fassent la promotion dans leur institution. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous ne voulons nullement nous mêler avec la politique intérieure des universités, mais faites-les aller sur Internet, chercher intégrité scientifique à telle université, il faut chercher loin. Donc j'ai demandé qu'il y ait des publications dans les gazettes intérieures, etc. Je voudrais souligner qu'il y a une université qui est niée, c'est Namur. Et je voudrais les remercier. Je ne parle pas des autres. Tout est complexe parce que les structures changent, il y a des nouveaux recteurs, l'administration est compliquée, etc. Donc, je vous assure que nous ne restons pas inactifs, et prochainement, je donnerai une conférence sur le sujet lors d'une séance inaugurale d'un consortium d'universités européennes. Il y a aussi le problème de l'enseignement, et ce sera le point numéro 4 de notre table ronde. Donc maintenant, le point suivant, c'était comment lutter contre la fraude, comment la sanctionner, et c'est M. Élie Gauguin qui a accepté d'être le premier intervenant, mais n'hésitez pas, il faut que cette table ronde soit
animé. Merci. Enfin, il y a au cours de la matinée déjà pas mal d'éléments qui ont été mentionnés. Je ne vais pas m'y attarder plus avant. On vient de reparler de la problématique de la communication. Je pense qu'elle est véritablement, totalement insuffisante, que ce soit au niveau des universités, mais également au niveau des hôpitaux. Et donc là, il y a un effort, je dirais, à la base à réaliser à ce niveau-là. On ne vous entend pas bien. Je vais faire pourtant. Oui, ça nous Ok. Je veux insister en ce qui concerne la recherche au niveau des hôpitaux. Donc, j'avais interpellé M. Corchot sur ce point-là et j'avais considéré également que c'était fort important. Il y a des comités d'éthique. Le dossier passe à la commission d'éthique et puis après, il se passe plus rien. Je veux dire qu'on peut avoir fixé au niveau de protocole de recherche quels sont les patients qui doivent entrer ou qui n'entrent pas dans l'étude, comment l'étude va se poursuivre, etc. Mais il n'y a aucun contrôle de ça. Et donc, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps à ce point, je pense qu'on devrait organiser au niveau des structures hospitalières, peut-être sous la gouvernance du comité d'éthique, mais une commission séparée qui serait un comité de contrôle du protocole. Et ainsi, on a un petit peu comme quand il y a des grands protocoles aux États-Unis, il y a un FDA qui vient mettre un œil sur ce qui se passe. Mais en ce qui concerne une recherche, je dirais, plus basique, qui échappe à ce type-là de contrôle, il faudra, à mon sens, mettre en œuvre ce type-là de structure. L'autre point qui a été souligné, c'est les revues prédatrices. C'est un grand problème, parce que, comme on l'a vu pour la fraude, il y a des petites choses et puis il y a des choses qui sont claires. Il y a des revues prédatrices qui sont clairement prédatrices, ça peut répondre à certaines définitions, d'autres qui ne le sont certainement pas, et puis entre les deux, il y a probablement des zones grises. Alors, il existe sur Internet, il y a la liste des guildes, mais qui ne fonctionne plus actuellement. Il y a un autre, il y a les revues prédatrices de Campbell, mais qui est quelque chose de payant. Et alors, il y a une initiative qui, je pense, est encore, à ma connaissance, en version bêta de l'Université de Liège, qui correspond à un site sur Internet en répondant à un certain nombre de questions par rapport à la revue. On a un curseur qui va finalement dire elle est peut-être prédatrice ou certainement prédatrice, et je trouve que cette initiative, vraiment une initiative à suivre. Point suivant, les reviewers. Et donc, on a vu Jean-Louis Vincent un petit peu mal à l'aise par rapport à la mission des reviewers. Et donc, on voyait dans ce qu'il disait qu'il y avait là quelque part un point faible parce qu'on est beaucoup sollicité, etc. Je pense qu'il faudrait professionnaliser le métier de reviewer. Et donc, le professionnaliser, ça veut dire aussi le rétribuer, l'analyser, avoir un hit parade de la qualité des reviewers, et ça me paraît un point fondamental. Et pour faciliter le travail, et ça, jamais que c'est plus compliqué, les données brutes devraient être accessibles. Et tant en ce qui concerne la recherche fondamentale, mais également la recherche clinique. Bon, j'ai affaire, quand j'étais doyen, à des problèmes de fraude. Il est clair que si on avait eu à disposition le document de la prise de sang qui devait servir finalement à alimenter le dossier du patient qui était en cause, on aurait vu que si l'examen hématologique correspondait parfaitement, si tel autre paramètre correspondait parfaitement, et curieusement, il y avait une sédimentation qui était un élément important pour introduire le patient dans l'étude, elle ne correspondait pas à celle qui se retrouvait sur le document initial. Et donc, pouvoir avoir recours aux documents sources est un point important, mais évidemment qui va demander une organisation particulièrement importante. Ceci dit, maintenant, avec la capacité du grand nuage de garder beaucoup d'informations, l'aspect quantitatif n'est plus un réel problème, c'est plus, je dirais, l'organisation pour donner accès à ces données.
On a parlé, je pense que je n'y reviendrai pas, sur les structures d'investigation. Et donc là, j'avais une question, vous n'avez pas l'occasion de poser à M. Van Stertegen. On a bien compris, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, d'harmoniser le fonctionnement des comités d'éthique dans les différentes universités. Et donc, est-ce que, au sein de ces comités d'éthique, et donc de ces comités C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non, tout à fait. Est-ce que, et j'ai fait partie du premier qui a été mis en route à l'ULB, et je rends hommage à Mme Simon à l'époque, puisqu'on a initié ce processus. Est-ce qu'il a été discuté le fait d'avoir au sein d'un comité d'une université la présence d'un membre d'une université voisine? Voilà, en toute bonne, communication et transparence. Vous voulez savoir si ce point avait été éventuellement discuté. Ça aurait l'avantage, d'une part, sur le terrain, de confirmer qu'il y a bien une similitude dans la façon d'aborder les problèmes, mais également peut-être aussi d'éviter que certains problèmes soient écartés et non pris en compte. Concernant la question sur est-ce qu'il y a une collaboration plus étroite entre les différentes commissions d'intégrité scientifique, c'est un point sur lequel nous avons insisté dans mon mandat. C'est pas facile, mais j'ai bien remarqué que parfois, quand un cas est examiné dans une université et qu'ils ne trouvent pas d'experts dans leur université qui se désistent parce qu'ils se disent en conflit d'intérêts pour examiner le cas, on fait appel à d'autres universités. Et c'est ce que nous encourageons. Et donc, dans la politique de la Commission, on incite les gens à prendre contact et en fait d'agir en commun pour la bonne cause, si je peux dire. Parce que c'est résolu. Mais évidemment, il y a toujours cette crainte. On ne va pas inviter quelqu'un d'une autre université pour voir dans ce qui se passe en nous. Je crois que c'est un faux débat, cela. Ce qui reste, c'est que quand il y a un cas, on n'en sort pas. Pourquoi ne pas faire appel à quelqu'un des voisins ou d'une autre ville ou d'une autre communauté? Le dernier point, je trouve, Mme Valerio, concerne le chapitre sanctions. Vous savez, j'ai été évoqué à certains moments. Un point que l'on a évoqué, mais qui me paraît quand même important, ce sont les conséquences sociétales et finalement les conséquences pour la santé de l'ensemble des citoyens. Et donc là aussi, il y a une gradation en ce qui concerne les conséquences d'une fraude scientifique. Une fraude scientifique, dans le cas de Wi-Fi, on l'a signalé. Enfin, les dégâts que ça a eu en termes de non-vaccination sont des dégâts importants. Et donc, ceci est un crime. Ceci est un crime. Et donc, devrait être considéré comme tel et avoir des poursuites judiciaires. Et donc, quelque part, il faudrait aussi intégrer le ministère de la Justice à côté du ministère de l'Enseignement et le ministère de la Santé. Le ministère de la Justice devrait également être concerné. On devrait faire appel à des juristes pour voir dans quel cas il peut s'agir d'un recours criminel et donc être en justice civile. Merci, M. Coquelin. Très brièvement, je crois qu'il est très important de faire la distinction entre un comité d'éthique et un comité d'intégrité scientifique. Oui, mais j'ai compris. Si je le dis, c'est pas parce qu'il vient d'être dit, mais c'est un des problèmes que nous rencontrons en nous présentant et en rencontrant les responsables des différentes universités. Ce sont voilà, deux choses importantes à distinguer. Je passe la parole parce que le temps nous reste. Voilà, notre table ronde continue à nous faire tourner et donc nous abordons un nouveau paysage sur notre chemin. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé
ce qui ne va pas. On a beaucoup parlé des méconduites, on a beaucoup parlé des manquements à l'intégrité scientifique, on a réfléchi à les éviter, à les réprimer, à les punir. Il y a une autre voie aussi qu'il est sans doute fort important d'emprunter, c'est la voie de la construction de l'intégrité scientifique. Et la construction de l'intégrité scientifique, évidemment, ça commence chez les chercheurs eux-mêmes. Et George a dit beaucoup de choses extrêmement pertinentes à ce sujet, en particulier en tant qu'équipe personnelle notamment. Et qui sont celles et ceux qui forment les chercheurs, mais ce sont les professeurs de nos universités. Nous avons la grande chance d'en avoir ici à ma gauche deux qui ont dans leur mission précisément la recherche dans leurs universités, à savoir M. Jean-Christophe Renaud en tant que prorecteur à la chaire de l'Université catholique de Louvain et M. Marie Gilbert en tant que vice-recteur à la chaire de l'Université libre de Bruxelles. Leurs titres sont différents, c'est juste parce que leurs universités ne sont pas organisées de la même façon, mais elles font le même métier, je pense, chers collègues. Alors, comme M. Renaud est plus près de moi, M. Renaud, est-ce qu'on peut vous demander quelles sont vos conceptions par rapport à cela? À quel moment faut-il intervenir? Quels chercheurs faut-il les prendre quand ils commencent à devenir chevronnés? Ou bien plutôt là, au berceau, pour parler de quelque chose de plus sympathique dans l'ordre du post-traitement obstétrical? Je vous en prie. Si vos micros est allumé. Donc pour le berceau, je suis. Alors. Je donne juste alors. Ça marche? Oui. Donc aussi du berceau, je suis moins compétent que Jean-Michel Fouada. Donc là, je ne m'aventurerai pas sur ce territoire. Je vais peut-être commencer au niveau universitaire. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre devant les chercheurs. Je veux dire, pour les initiés ou les confronter à cette question de l'intégrité scientifique, qui est une question absolument essentielle, car ça a été dit, et je suis à 1000% d'accord avec ça, la définition de l'intégrité scientifique, what makes research good, c'est absolument essentiel. L'intégrité scientifique, ce n'est pas des contraintes que l'on apporte aux chercheurs, au contraire, c'est une sorte de guide, un manuel de comment faire de la bonne recherche. Une chose que je répète incessamment à tous les chercheurs que je rencontre, c'est que ce que je désire, moi, en tant que responsable de l'université, c'est qu'il fasse de la recherche qui ait un impact. Et la recherche qui ait un impact, on ne la fait pas en trichant, on ne la fait pas en coupant les bouts, on ne le fait pas avec des méthodes qui ne viennent pas. Donc l'intégrité scientifique, oui, c'est évidemment une priorité. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Si on peut avoir, j'ai beaucoup aimé aussi la diapositive de M. Gauvreau qui présentait les différents types de problèmes d'intégrité scientifique avec la fronde à droite, quelque chose très conscient. Et comme ça a été dit plusieurs fois, en fait, ça c'est vraiment la partie émergée. Et puis il y a des choses de moins en moins conscientes. Il y avait les problèmes de pratique scientifique discutables, et puis il y avait les méthodes, l'essence méthodologique. Ça c'est vraiment important. Et j'ai apprécié le fait que c'était en fait le plus grand rectangle sur la diapositive. Donc première chose, former les étudiants à la démarche scientifique, former aux méthodes. Et ce qui me frappe dans l'évolution des programmes dans mon institution, et c'est vrai ailleurs, j'en suis certain, c'est qu'il y a de plus en plus de cours de méthodologie qui en fait n'existaient pas il y a 30 ans. Et ça, c'est absolument important de former à la démarche, à la méthodologie. Et ça commence dès le bac, et c'est très clair. Alors, de façon variable selon les facultés, la faculté, je connais très bien, la faculté des sciences biomédicales qui forme vraiment des chercheurs majoritairement, vraiment dès le bac, il y a toute une série de cours qui sont liés à ça. Et puis on a mentionné en master la question du mémoire. Ça aussi extrêmement important. Dans toutes les facultés, maintenant ce que j'observe, c'est qu'il y a le mémoire et il y a un séminaire de préparation au mémoire. Absolument essentiel, on a mentionné le plagiat, évidemment, il n'y a pas que le plagiat, donc il est essentiel, dans le temps au siècle dernier, il y avait le mémoire et on lâchait les étudiants en mémoire, ça ne se passe plus comme ça maintenant. Il y a une formation par rapport aux méthodologies, ça c'est important.
Et puis alors, il y a vraiment un point très important, après, c'est les doctorants. Qu'est-ce qu'on fait avec les doctorants? Et à mon avis, là, il y a 3 choses à faire. Il y a expliquer, accompagner et soutenir. Expliquer quels sont les objectifs. De nouveau, moi, quand j'ai été nommé chercheur au FNRS, en fait, on ne m'a jamais expliqué ce qu'on attendait de moi. On ne m'a jamais dit si je devais publier 10 articles par an, si je devais aller à la conférence, si je devais rédiger des articles. On ne m'a jamais dit ça. Et je pense que c'est une grosse erreur, et nous devons être beaucoup plus transparents, expliquer ce qu'on attend, expliquer aussi comment on sera évalué après. Expliquer que ça n'est pas le nombre de publications qui est important. On a parlé des journaux prédateurs et j'ai trouvé la nuance des semi-prédateurs qui sont encore pires. Et il y a tellement de jeunes qui se lancent dans une course aux publications et qui se mettent une pression pas possible et qui parfois trichent pour avoir un nouveau papier en plus, alors que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on contribue à faire avancer les connaissances scientifiques. Incidemment, par rapport à la séance de ce matin, j'aurais apprécié qu'on ait moins d'informations sur les impacts facteurs, sur les citations, sur le nombre d'articles et un peu plus sur les contributions scientifiques des candidats. Je fais la parenthèse. Donc, bien expliquer en réalité ce que l'on attend, parce que je crois qu'il y a des mauvaises pratiques ou délégantes, parfois, parmi les chercheurs, sur ce qu'on attend d'eux, irresponsables de comportements très problématiques. Deuxième point, accompagner. Il est vraiment important que nos chercheurs aient un référent, un mentor. C'est le rôle des doyens, des présidents d'institut, mais aussi ce qu'on essaie de mettre en place dans notre institution, dès qu'on nomme un nouvel académique, c'est qu'il y a un autre académique qui fait quelque chose de très différent, qui soit son référent et à qui il puisse s'adresser. Parce que, de nouveau, frauder, c'est une chose qui, à long terme, n'a aucun sens. C'est de se tirer une balle dans le pied, et c'est ce que les gens qui sont isolés, qui sont désespérés font. Si on est bien encadré, si on a des gens qui peuvent expliquer les problèmes, discuter des objectifs, on ne fait pas ça, évidemment, sur le long terme. Donc, accompagner les gens. Et soutenir, c'est mettre en place des procédures, c'est que les informations soient bien claires, de nouveau, qu'il y ait des formations, on va revenir peut-être sur le point de formation brièvement, qu'on ait aussi des structures, un soutien pour la gestion des données, data management, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Il faut aider les chercheurs à faire ça, des procédures bien claires, y compris des procédures pour les plaintes. On a discuté des mensualités, il y a encore tout un sujet à faire là-dessus, et que toutes ces procédures-là soient bien claires, et pour faire plaisir à ma voisine que le explicite soit bien mentionné dans les documents sur les sites web des universités, et je suis déjà promis que ce serait fait rapidement. Sur la formation au FNRS, je suis entièrement d'accord, je pense qu'il y a quelque chose à faire en inter-universitaire. J'en ai discuté encore récemment avec une membre du cabinet Platini. Il y a un problème de décret là, qui devrait s'arranger. En fait, les écoles doctorales du FNRS sont compétentes pour la formation disciplinaire, pas pour la formation transversale. Et la formation transversale, en principe, c'est les universités, chacune dans leur coin, qui doivent la faire. Je pense que ça n'a pas de sens. Je pense qu'à la limite, la formation disciplinaire, les universités qui continuent à le faire dans la commission doctorale. Et je pense qu'il faut que des formations transversales, telles que sur l'intégrité scientifique et sur d'autres choses, puissent être faites en interuniversitaire. L'intégrité scientifique, elle n'est pas différente à l'ULB, à l'UCB20, à l'AMUR. Les règles sont les mêmes au Royaume-Uni, en Flandre. Et donc, ça n'a aucun sens de pouvoir organiser cette formation indépendamment dans chacune de nos universités. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes en temps contraint et donc je propose à M. Gilbert de directement intervenir et vous dire si c'est vrai que l'ULB aussi, elle est pareille. En fait, énormément de choses d'être dit, je souscris entièrement. Je ne vais pas vous être convaincu de l'avantage de la prévention. Et surtout, en fait, en tant qu'institution, il y a effectivement, lorsqu'il y a de la fraude, et même lorsqu'on a instruit les plaques, c'est aussi ce charge de travail pour l'ensemble du système aussi. Et une des difficultés qu'on rencontre pour les plaques qu'on a instruites,
c'est trouver des personnes qui voient parfois cette tâche-là comme étant une tâche qui est superposée à énormément d'autres, comme le résumé d'articles, etc. Et pour instruire un cas peu sur une discipline un peu pointue, ça demande un temps considérable. Ce sont des dizaines d'heures que des groupes d'experts doivent consacrer pour aller au fond des choses, pour établir les faits. Donc c'est une mission qui n'est pas évidente. Et donc tout ce qu'on peut faire en prévention pour éviter dans l'arrivée là est vraiment, je pense, un investissement très très important à réaliser de la part des universités. Ça c'est le premier élément. Alors je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit parce qu'on est un petit peu à court de temps. Je pense qu'il y a un exemple concret que je voulais peut-être aborder, c'est qu'en fait les temps changent, les sources d'information changent, les journaux, le paysage des journaux scientifiques change. C'est quelque chose qu'on a constaté il y a quelques années au niveau de nos étudiants qui tout d'un coup n'arrivaient plus à faire le tri entre la somme d'informations, entre la hiérarchisation des sources. Et il y a tout un travail qui a été fait pour introduire dans les cursus des travaux bibliographiques, pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que la hiérarchisation des sources, comment on peut développer l'esprit critique sur les sources. Et ça a amené aussi à redéfinir la notion de plagiat, parce qu'il faisait une espèce de mélange complet entre « ah oui, je peux faire des copier-coller », etc. Toute la technologie vient faciliter aussi le plagiat. Elle permet de la traiter, mais elle facilite aussi le plagiat. C'est tellement facile d'aller récupérer des contenus. Je me rappelle que les étudiants me disaient « oui, mais enfin, pourquoi est-ce que je réécrirais ça? C'est tellement bien écrit ici. » Et donc, voilà, donc il faut leur apprendre ce que c'est de recomposer un savoir, s'approprier un savoir et l'intégrer dans le démarche. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel et ce sont des éléments qu'on peut faire effectivement au niveau des bacheliers et des masters. Alors au niveau des thèses doctorales, je pense vraiment que c'est un point d'entrée particulièrement intéressant pour différentes raisons. La première, c'est que c'est vraiment le premier pas en sciences où, après le travail de mémoire, c'est un travail quand même très fortement encadré, le travail de thèse est vraiment le moment où l'autonomie est attendue de la part des personnes qui font ce travail. Et c'est à la fois un moment important et fondateur pour les personnes qui s'engagent dans des carrières scientifiques, mais ce sont aussi parfois des ambassadeurs dans les labos. C'est que dans les labos où tout se passe bien, c'est magnifique. Mais dans un laboratoire où les choses ne se passent pas de façon idéale, qui prendrait certaines libertés ou dans lesquelles il y a des pratiques discutables, si les doctorants sont formés à ce que sont ces pratiques discutables, à ce que sont ces problèmes, ils peuvent dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre de ce que je viens d'apprendre, et éventuellement questionner, interpeller, même si ça ne sort pas de la cour, ça peut avoir un effet tout à fait bénéfique sur la dynamique interne qui va se faire dans le laboratoire. Donc je pense que ce point-là, on cherche à l'intégrer dans une réforme de formation doctorale à laquelle on travaille pour le moment. Et voilà, je pense, oui, il y a encore un dernier point sur lequel je voulais revenir, il y a aussi des effets de génération. Ce que je constate, c'est que les nouvelles générations de chercheurs ont des attentes et des aspirations qui sont différentes et qui font beaucoup plus grande place aux valeurs que vous avez mentionnées. Et je pense que, et c'est sur la promotion des valeurs, des traits, des caractéristiques qui font ce que c'est être un professionnel de la recherche, être un chercheur, et a beaucoup de bénéfices, parce qu'à la fois ça fait une promotion de l'intégrité scientifique, mais ça fait aussi une promotion du métier lui-même, et on sait qu'on a des difficultés à recruter des chercheurs de qualité, nos meilleurs étudiants dans ces orientations-là. Et je pense là qu'on peut avoir rempli deux objectifs simultanément en faisant une meilleure promotion des valeurs qui sont celles de la recherche scientifique. Voilà, et je pense que les tâches ont beaucoup été dites, et je m'arrêterai là pour vous. Merci infiniment à tous les orateurs. Je sais que le sujet est très très riche. On aurait pu faire une journée plutôt qu'une demi-journée. Je crois que M. Vladimir. Je voulais vous poser une question parce qu'en fait, on fait la première partie de la question que vous avez à nos instructeurs, qui est ne faut-il pas le faire depuis l'école primaire. On a commencé en fait à l'université, mais en étant pédiatre, je sais très bien que les enfants sont parfaitement capables d'être éduqués au problème des critères d'objectivité. Et je me rappelle, pour rappeler une anecdote qui est quand même particulièrement intéressante,
qu'un enfant que je voulais vacciner, les parents m'ont dit, écoutez, nous on est tout à fait contre des vaccins. Et à ma stupéfaction, l'enfant a dit, mais moi je veux être vacciné. Et donc je pense qu'il est très important aussi qu'on ne commence pas au moment où les gens entrent à l'université, mais qu'on commence probablement déjà à l'école primaire où les enfants sont parfaitement capables de comprendre les choses. Et pendant le secondaire, si on commence à l'université, c'est à mon avis trop tard. Merci. J'avais aussi un commentaire peut-être un peu humoristique. On a dit que l'intégrité scientifique était universelle. J'ai beaucoup été en Chine, où j'ai été largement copié, mais copier en Chine, c'est un signe de reconnaissance. C'est un signe on honore son maître qu'on respecte. Donc voilà, je crois qu'il est très, c'est vraiment le temps de terminer. Nous avons sûrement oublié d'évoquer certains points très fondamentaux, mais peut-être que dans un an ou deux, on montrera. Je remercie infiniment d'abord ceux qui sont restés toute la journée. Je remercie nos orateurs invités et les participants à la table ronde. Je remercie surtout l'ARNP qui a saisi l'importance du sujet et qui nous a permis de revenir mettre ce sujet en évidence. Et le dernier mot sera bien sûr pour l'homme. Symboliquement, je repasserai le micro à Mme Bagherio, bien entendu. Je voudrais m'associer à ces remerciements, je ne vais pas les répéter, mais je pense que nous avons entendu aujourd'hui des réflexions de très grande qualité. Merci à nos trois orateurs, merci à nos panélistes, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci spécialement à l'Académie de médecine, Monsieur le Président. Merci tout en particulier à Monsieur Casimir, le secrétaire perpétuel, qui est une action vraiment déterminante dans l'organisation d'aujourd'hui, mais aussi dans le soutien qu'il prodigue de manière continue au CSIS. Et un dernier merci serait un merci, non pas de clôture, mais d'ouverture. Merci à tous ceux qui, à divers moments de la matinée, ont montré qu'ils étaient déterminés à aider le CSIS dans sa croissance, dans son développement. Et je pense que, à partir de maintenant, Mme Bagherio et moi allons nous sentir un peu moins seuls dans notre cher CSIS débutant. Je repasse le micro, comme je l'avais promis, à Mme Bagherio. Alors, bon appétit, mais non, la session n'est pas terminée parce que maintenant, je pense que monsieur... Oui, merci beaucoup Madame Bagherio et merci à tous les membres de la table ronde. À ce moment, le YouTube va s'arrêter parce qu'on passe en séance de l'Académie.